la littérature est un art noble que j'affectionne énormément. Et je me demandais, si je regardais ce sujet dans le cinéma d'horreur, qu'est-ce que ça donnerait? Je me suis donc plongé dans ce sujet et je vous invite aujourd'hui dans cette exploration des lettres et de l'image pour voir la place des livres dans le cinéma d'horreur. Que l'exploration commence. Dans Necronomicon, les livres et en particulier le Necronomicon sont au cœur de l'intrigue et des trois histoires qui composent le film. Le livre éponyme, symbole de savoir interdit et de pouvoir mystérieux, agit comme le fil conducteur entre les récits, tout en étant l'élément déclencheur des horreurs que les personnages rencontrent. L'histoire principale du film met en scène H.P. Lovecraft, lui-même joué par Jeffrey Combs, un de mes acteurs préférés, qui cherche à accéder à des connaissances interdites en s'introduisant dans une bibliothèque secrète. C'est ici que le Necronomicon prend une dimension centrale. Lovecraft dérobe le livre et commence à le lire, ce qui ouvre une porte vers les histoires horrifiques que le film relate. Chaque histoire lue dans le Necronomicon révèle des vérités terrifiantes sur les dangers de défier l'ordre naturel et de céder à la curiosité pour des savoirs au-delà de la compréhension humaine. Le Necronomicon, dans ce cadre, est bien plus qu'un simple livre. Il est une entité presque vivante, capable d'influencer ceux qui osent l'ouvrir. Pour Lovecraft, ce livre est la clé vers des réalités qu'il désire explorer, mais en le faisant, il met en danger non seulement sa propre santé mentale, mais aussi la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. L'histoire principale montre que la quête de connaissances incarnée par Lovecraft et son désir de percer les secrets du bouquin est une entreprise périlleuse. Ce livre agit comme un portail entre les mondes, un point de passage vers des réalités sombres et monstrueuses. Dans Creepshow de 82, le livre, ou plus précisément le format de la bande dessinée d'horreur, joue un rôle central, en tant que cadre narratif et visuel. Le film est une anthologie de 5 histoires horrifiques, inspirées par les bandes dessinées d'horreur populaires des années 1950, notamment celles publiées par EC Comics. Le film s'ouvre sur un enfant lisant un numéro de Creepshow, un magazine fictif de bandes dessinées d'horreur, et chaque segment du film est une adaptation d'une des histoires contenues dans ce livre illustré. Je n'en dirai pas plus dessus, étant donné que j'ai fait une vidéo entière dédiée à Creepshow et où je parle vraiment plus en détail des contes de la crypte, Creepshow et autres. Dans des Time Story, les livres et les contes occupent une place centrale, non seulement comme cadre narratif, mais aussi comme une source d'inspiration pour les histoires macabres que le film présente. Le film est une anthologie où un oncle raconte à son neveu des histoires horrifiques avant de l'endormir. Les tournants des contes classiques pour les transformer en récits sanglants et grotesques. Les histoires sont encadrées par cette scène de narration et le livre devient ici un outil de transmission des cauchemars. Le cadre de la narration où un oncle raconte ses histoires à son neveu renforce l'idée que les livres sont des vecteurs de transmission de l'imaginaire et des peurs. Dans ce cas, les histoires sont délibérément dérangeantes, jouant sur le plaisir pervers de transformer des récits familiers en cauchemars. Le film souligne ainsi la puissance des histoires écrites pour influencer et manipuler l'imaginaire, en rappelant que les livres et les contes ont toujours une face sombre, même dans les récits pour enfants. Le livre devient également un symbole de la manière dont les histoires évoluent et se transforment selon celui qui les raconte. Le narrateur, en modifiant les contes, devient un créateur de terreur, un écrivain improvisé qui adapte les récits pour en faire des histoires d'horreur. Cette idée de réécriture et de réappropriation des classiques est au cœur de l'anthologie, où les histoires écrites deviennent des outils de manipulation de l'esprit, créant des versions nouvelles et inquiétantes de contes bien connus. Le livre, intitulé I, Madman, est à la fois une œuvre de fiction et un objet maudit qui plonge le personnage principal, Virginia, dans une spirale d'angoisse et de paranoïa. Dès qu'elle commence à lire, le roman devient un miroir déformant de sa propre réalité. La narration du livre, qui relate les crimes d'un tueur en série, commence à se superposer à la vie de Virginia, floutant la ligne entre fiction et réalité. Ce flou s'intensifie à mesure que l'histoire progresse, créant une atmosphère d'angoisse où le lecteur et le spectateur se demandent où se situe la frontière entre le monde de l'auteur et celui de la protagoniste. Dans ce contexte, le livre incarne le pouvoir de la narration, capable d'influencer et de transformer les perceptions. Virginia, fascinée par cette histoire, devient progressivement obsédée par les personnages et les événements qu'elle lit, jusqu'à ce que ces éléments prennent vie autour d'elle. Cette dynamique souligne un thème récurrent dans l'horreur, la capacité des mots à créer des réalités alternatives, où le lecteur se retrouve piégé dans des méandres d'une intrigue macabre. L'horreur littéraire devient ainsi une forme de possession, où la personnalité de l'auteur, dans ce cas un écrivain dérangé, s'infiltre dans l'esprit de Virginia.
Le livre est également un symbole de danger de l'obsession. En s'immergeant trop profondément dans cette fiction, Virginia perd peu à peu son sens de la réalité. La peur qu'elle éprouve face au tueur fictif devient un reflet de ses propres angoisses et traumatismes. Ici, le livre ne sert pas seulement à divertir, mais agit comme un vecteur de dérangement psychologique. La lecture devient une expérience immersive où les frontières entre le bien et le mal, le normal et l'anormal, se brouillent. Dans l'original Evil Dead de Sam Raimi, le livre appelé Necronomicon Ex Mortis, ou Livre des Morts, occupe une place fondamentale, agissant comme l'origine de tous les cauchemars qui s'abattent sur les pauvres personnages. Ce grimoire recouvert de chair humaine et écrit en sang humain est bien plus qu'un simple objet. Il représente l'essence même de l'horreur dans le film, un portail vers l'au-delà qui déclenche des forces démoniaques incontrôlables. Lorsque Ash et ses amis découvrent ce livre dans une vieille cabane isolée, ils ne réalisent pas encore qu'ils sont en train d'éveiller des forces ancestrales. Ce qui commence par une simple curiosité se transforme en une libération incontrôlable de l'horreur. Le livre est le point de rupture entre le monde des vivants et celui des morts, et ces pages sont imprégnées d'un mal si ancien qu'il ne peut être contenu. L'un des aspects les plus frappants de ce livre est la manière dont il est activé, par la simple lecture à haute voix de ses incantations. Cela suggère que le mal n'est jamais vraiment loin, qu'il ne demande qu'à être réveillé. Ce processus met en avant l'idée que certaines choses ne doivent jamais être découvertes ou manipulées. Les mots inscrits dans Necronomicon ont un pouvoir tangible capable de transcender les barrières entre les dimensions et d'inviter des forces démoniaques à pénétrer le monde des vivants. Le livre devient alors un vecteur de possession, transformant les personnages en dead tit, des entités maléfiques qui ne peuvent être tuées de façon conventionnelle. Le récit tourne autour des 9 portes du royaume des ombres, un grimoire ancien censé tenir les clés pour invoquer Lucifer lui-même. Dès les premières scènes, il est évident que ce livre n'est pas seulement une relique ésotérique, mais une entité avec sa propre influence. Ce n'est pas un simple livre de savoir ou un objet de collection, mais une porte vers l'inconnu, une énigme dont la résolution pourrait offrir des pouvoirs inimaginables ou entraîner la destruction de l'âme. L'un des aspects fascinants de la neuvième porte est la manière dont le livre est traité non pas comme un texte ordinaire, mais comme une énigme à décrypter. Chaque gravure, chaque symbole est porteur d'un mystère à révéler. Le protagoniste, Dean Corso, un mercenaire des livres rares, se trouve piégé dans une spirale où les pages du grimoire deviennent des pièces d'un puzzle cosmique. Ce n'est pas un simple acte de lecture qui est en jeu, mais une véritable initiation à travers les arcanes d'un pouvoir ancien maléfique. Ce livre, en apparence inoffensif, devient ainsi un personnage à part entière, manipule les désirs et les ambitions des autres personnages. La quête pour obtenir ou vérifier l'authenticité des différents exemplaires des 9 portes devient une quête existentielle, où les enjeux transcendent la simple curiosité érudite pour plonger dans l'horreur métaphysique. Chaque exemplaire possède des variations subtiles dans les gravures, et ces différences ouvrent la voie à une compréhension plus profonde du pouvoir qu'il récèle. C'est ce qui rend le livre, dans la neuvième porte, si unique. Il est à la fois tangible, un objet que l'on peut tenir et manipuler, et profondément intangible, porteur de vérités occultes cachées derrière ces pages. Dans Paper House, le livre et le dessin occupent une place centrale en tant que catalyseur d'une réalité alternative. À la frontière entre le rêve et le fantasme et la psyché, ces éléments deviennent des portails vers un monde onirique, à la fois refuge et prison pour la jeune protagoniste, Anna. Le film explore les thèmes de l'imagination enfantine, du traumatisme et du pouvoir du subconscient, où le dessin, tout comme un livre ou un journal intime, devient un moyen d'expression, mais aussi un outil d'évasion avec des conséquences inattendues. L'intrigue tourne autour d'Anna, une jeune fille dont les dessins semblent prendre vie dans ses rêves, créant une réalité parallèle. Le concept de Paper House repose sur l'idée que l'imagination, lorsqu'elle est liée à une émotion forte ou à un traumatisme, peut altérer la perception de la réalité. Ici, le dessin joue le rôle que le livre occupe dans d'autres films. Il devient un vecteur de création et de découverte, un espace où les désirs, les peurs et les angoisses d'Anna se matérialisent. Chaque fois qu'Anna ajoute un élément à son dessin, une maison, un personnage ou un détail, cet élément apparaît dans un monde onirique. Ce monde est à la fois une projection de son esprit tourmenté et un lieu de confrontation avec ses angoisses. Le dessin agit comme un miroir de ses désirs inconscients, en particulier de sa solitude et de son besoin de connexion, qui se manifeste par l'apparition de Mark, un garçon malade qu'elle rencontre dans ses rêves. L'idée centrale de Paper House est que les créations mentales d'Anna ne sont pas inoffensives. Ses dessins, comme les mots dans un livre, influencent
son expérience de manière tangible et souvent inquiétante. Ce pouvoir créatif qui semble initialement offrir un refuge devient peu à peu une source d'angoisse. Les dessins sont de plus en plus sombres, reflétant les troubles émotionnels qu'Anna traverse dans sa vie réelle. Le monde qu'elle crée avec son crayon devient de plus en plus dangereux et la maison qu'elle dessine se transforme en un lieu inquiétant représentant la menace des désirs inconscients qui échappent à son contrôle. Les livres ont enrichi le cinéma d'horreur pour créer une sorte d'objet de collection du mal. Et ça marche. Cette vidéo m'a donné envie de me remettre dans la littérature pour découvrir de nouveaux décors, de nouvelles formes et surtout de nouveaux mondes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, me partager vos impressions, la partager et la liker. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune prochaine exploration. Sur ce, je m'en vais lire un roman.